Bonjour à tous et bienvenue pour ce café CPTS. Bonjour Clémence Bonjour Emmanuel. et heureux de vous retrouver. On a plein de CPTS. On faisait le tour de piste de la Creuse au Pays Basque, des Deux-Sèvres au Sudland et la Dordogne bien sûr, etc. Vous êtes là, c'est chouette de vous avoir au rendez-vous. On parle aujourd'hui de télésanté. Au départ, il y avait des demandes un peu sur la partie télé-expertise, et puis finalement, on s'est dit, avant de partir dans le détail, Clémence, on repart du besoin un peu global, c'est quoi la télésanté? Exactement, mais finalement, on s'est dit que même pour nous, chargés de mission d'Agora Libre, c'était pas forcément très, très clair toutes ces notions. Donc on est reparti de la base et avec, nos différents intervenants qui vont, participer aujourd'hui. Alors justement, avec nous, pas mal de monde en visio. Amandine Joly, chargée de mission à l'URPS Médecins sur la partie du numérique notamment. Bonjour Amandine. Bonjour, merci pour l'invitation. Ezea est bien évidemment à nos côtés pour nous épauler sur toute cette vision, à la fois sur les outils, sur l'expérience terrain, etc. Donc avec Nathalie Nardini et Dylan Deguet. Je crois que pour l'instant, il y a uniquement Dylan qui a pu être parmi nous et euh, Nathalie nous rejoint. C'est ça, exactement. Bonjour Dylan. Alors Vous voulez en dire un petit peu plus? Vous êtes sur l'ensemble du territoire de la région, c'est ça, Nathalie et vous? alors oui, on est donc tous les 2 chefs de projet au niveau de la télésanté. On se répartit le territoire, donc on est 3 chefs de projet, au niveau de la télésanté. Donc, moi je suis sur le Limousin et le Périgord et Nathalie qui est sur, l'Aix-Aquitaine. Ben, super, merci Dylan de ces précisions. Et puis, vous le savez, ce rendez-vous, ce café CPTS, c'est le rendez-vous des CPTS, c'est le témoignage, c'est les retours d'expérience, c'est surtout là-dessus qu'on veut tabler. N'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau et à partager aussi vos idées, vos envies et vos expériences, sachant quand même nous accompagne aujourd'hui la CPTS Vive-Val qui est en Dordogne avec Cécile Escarment qui est coordinatrice et Alexandre Baudonnet, président de la CPTS et pharmacien. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous deux et merci une fois de plus de vous prêter au jeu, de casser la barrière de la timidité pour dire voilà ce qu'on a pu faire sur notre territoire. C'est chouette, c'est important. Mais on y va, Amandine, avec d'abord un petit quiz, c'est ça? Tu voulais démarrer Oui, fort là? tout à fait. Alors, bien sûr, vous ne serez pas noté à la fin et on ne va pas communiquer les résultats de tout le monde. Mais on souhaitait commencer justement ce petit café CPTS sur la télésanté par un quiz pour se mettre dans l'ambiance avant d'arriver sur une partie un peu plus théorique et qui partira ensuite sur du concret. Donc, je vous invite à venir vous connecter sur l'événement que vous voyez apparaître à l'écran. Donc, soit vous pouvez flasher le QR code, soit vous pouvez vous rendre sur l'adresse wooklap.com en indiquant le code de l'événement qui s'affiche. Je vois que plusieurs d'entre vous sont déjà connectés. Vous voyez, il y a 20 personnes qui sont dans les starting blocks pour commencer le quiz. Donc, je laisse, voilà, 21, je laisse encore 1 minute pour que les derniers se connectent et on commencera le quiz. Il s'agira de 10 questions, axées bien entendu sur la télésanté. Et derrière, on précisera les réponses sur certaines des questions qui apparaîtront. Voilà, donc encore quelques secondes pour vous rejoindre l'arène. Et on Sachant qu'elle commence nous a maintenant. interdit de participer, donc nous ici en studio, on est très frustrés, Clémence et moi, mais c'est pas grave, on se prête au jeu. Je Voilà, pense on que vient pas Clémence perturber. l'a eu elle a testé 3 fois, donc je pense qu'à mon avis, maintenant, ça C'est ça, devient je me suis améliorée automatique. du coup. Voilà. Donc l'idée, bien évidemment, hein, c'est pas c'est totalement anonyme, c'est de pouvoir voir de quelle perception on part, parce que tout ça, effectivement, il y a beaucoup de notions qui ont beaucoup évolué au fil de ces dernières années. Télémédecine, télésoins, tout ça, sous le label télésanté, on va reprendre un peu tous ces éléments aujourd'hui, hein, c'est de Mm. ça dont l'objectif, de bien remettre les différents actes finalement de télémédecine et de télésoins qui peuvent exister, sachant que beaucoup de professions désormais concernées, des conventions avec l'assurance maladie pour chacune de ces professions qui
qui reprennent ces éléments. Donc, voilà, c'est assez diversifié et surtout concrètement, au sein d'une CPTS, qu'est-ce qu'on peut en faire? Voilà, c'est l'objectif de ce café CPTS d'aujourd'hui. Voilà, Amandine, j'ai essayé Moi, je de pense compléter qu'on... les propos. Ben, merci beaucoup, Emmanuel. Je pense qu'on peut démarrer. Nous avons 31 connectés sur 36 participants à la réunion, donc c'est plutôt pas mal. De toute façon, en réalité, pour ceux qui n'ont pas encore réussi à se connecter, vous pouvez quand même rejoindre les questions au fur et à mesure. Donc, je vais lancer les questions qui sont bien sûr chronométrées. Donc, n'hésitez pas à être assez rapide dans vos réponses. Alors, première question, quelle est la bonne définition de la télésanté? Je vous laisse nous indiquer ce que vous pensez. Attention, plus que 8 secondes à la Oui, fin. c'est Vous très rapide. cochez au hasard, hein, si vous ne savez pas. Vous avez une chance sur 5. Déjà pas mal, Donc, 20%. voilà, pas mal. La bonne réponse était la pratique médicale à distance via les technologies de l'information et de la communication. Donc, on a eu une mauvaise réponse, mais c'est pas grave. On explicitera ça juste après. Seconde question. Parmi ces expressions, laquelle ne fait pas partie des 5 actes de télésanté définis par le Code de la santé publique? On a un peu plus de temps, mais je couperai avant le temps affiché. Je sais. Moi aussi, du coup. Mais j'avais eu faux. Oui, une fois de plus, hein. Voilà. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a que de la bonne pédagogie. Euh, Donc, on a 19 sur 31 personnes qui ont répondu. Je vais bientôt couper pour passer à la suite. Et donc, la réponse correcte était le télédiagnostic, qui ne fait donc pas partie des 5 actes de télésanté définis par le code. Et on reviendra justement sur, de manière plus précise sur sur ces 5 actes, les définitions, est-ce que ça sous-entend pour les professionnels. Par la suite, le télésoin ne peut être réalisé que par un médecin. Vrai ou faux? 1 minute 15 pour répondre à un vrai faux, Oui. t'étais Oui, généreuse, hein, quand même. t'es très généreux sur ça. C'est pour ça que je vais couper dans 15 secondes max. Normalement, ça doit aller du tac au tac. Alors, bien sûr, bien interdit d'aller voir sur Internet en même temps pour les bonnes réponses, hein. Moi, ça serait mon réflexe personnellement. Donc, la bonne réponse était faux. Le télésoin ne s'adresse pas aux médecins. Ben justement, c'est toute la différence entre télémédecine à l'origine, effectivement, qui est première Oui, convention 2018 pour les médecins, mais derrière, le télésoin, c'est aussi toute l'ouverture à des actes directement entre autres professionnels de santé. tout à fait. Et donc là, la téléexpertise est un échange entre un professionnel de santé et un patient, selon vous, vrai ou faux? La bonne réponse était faux. La téléexpertise est un échange entre deux professionnels de santé. On y reviendra. Le remboursement d'une téléconsultation est possible même sans vidéotransmission. Vrai ou faux? Je sens que ça dépend, ça dépasse. Ça marche pas. Il y en a qui ont la ref, il y en a qui n'ont pas la ref. Je ne l'ai pas personnellement. Alors, faux. Bien sûr, en tout cas, c'est ce qu'on promeut. Bien sûr que la téléconsultation, en soi, elle n'est remboursée que s'il y a vidéotransmission, Ce qui peut téléconsultation. perturber, c'est que pendant le Covid, ça avait Mm, été ouvert, voilà, pendant les ouais, confinements, à l'époque mm, où il n'y mm, avait pas forcément de déploiement des solutions de télémédecine et de téléconsultation ouverts mm, sans la nécessité d'avoir une vidéotransmission. On est revenu dans le droit commun. Effectivement, c'est un impératif aujourd'hui. mm. Donc, question suivante. Le patient peut être remboursé même s'il n'a jamais vu ce professionnel auparavant.
Plus que 5 secondes pour répondre. La réponse correcte était vraie et tout le monde a 100% bien répondu. Effectivement, le patient peut être remboursé dans certaines situations et nous les verrons par la suite. Un professionnel peut réaliser une téléconsultation via Zoom, Skype ou WhatsApp s'il le souhaite. Donc, vrai ou faux? Donc, la réponse correcte était faux. Effectivement, donc là, je fais référence aussi à ce que vient de dire Emmanuel pendant la période Covid où on a eu, on va dire, certains écarts par rapport à ce qui est aujourd'hui la norme. Mais un professionnel se doit d'utiliser une solution qui soit sécurisée, puisqu'on traite de données de santé, de situations hautement confidentielles. Donc, bien entendu que Zoom, Skype et compagnie sont à mettre de côté. Bientôt la fin, plus que 2 questions. Le consentement du patient est obligatoire avant tout acte de télésanté ou de télésoin. Donc la réponse correcte est 100%, vous avez 100% bien répondu. Vrai, effectivement, pour tout acte concernant le patient, bien sûr que son consentement est requis. Et la télésanté ou le télésoin, n'y déroge pas. Avant-dernière question. Quel rôle les CPTS peuvent-elles jouer dans la télésanté? Alors là, pour l'intention, plusieurs réponses sont possibles, hein. Vous pouvez cocher les réponses. Donc, je vois que ça répond bien. Plus que quelques secondes. Donc, les réponses correctes, clairement, on est quasiment sur un sans faute. Effectivement, la seule réponse incorrecte de ces possibilités, c'était effectivement gérer les remboursements des actes de télésanté et télésoins. Bien entendu que ce n'est pas le rôle des CPTS d'œuvrer sur ce champ, mais effectivement, sur les autres missions, sur les autres solutions, réponses, il est tout à fait possible que les CPTS aient la volonté de partir dans ce type d'action. Enfin, dernière question. Est-ce qu'une CPTS peut imposer aux professionnels de santé de faire de la télésanté? Et donc, roulement de tambour, bien sûr que non. Les CPTS ne peuvent imposer des pratiques aux professionnels de santé, qui restent quand même maîtres de leurs pratiques. Donc voilà. Donc en tout cas, merci beaucoup pour cette mise en jambe sur la télésanté qu'on a voulu un petit peu large. Vous verrez qu'on va aborder plusieurs sujets, que ce soit les définitions sur les actes de télésanté, la cotation de ces actes et des retours d'expérience concrets. Donc, je vais repasser la main à Clémence. Je vais arrêter le partage d'écran et je vous remercie une nouvelle fois. Voilà, normalement, on a repris la main effectivement sur le partage d'écran. Merci Amandine pour avoir organisé une fois de plus ce petit quiz qui permet de poser, de sensibiliser déjà un certain nombre de points, mais qui vont être pris. Quelles sont toutes ces notions qu'on a derrière le concept de télésanté, qui sont d'abord indiquées dans le cadre des stratégies nationales et régionales du numérique en santé, avec la feuille de route du numérique en santé nationale, hein, qui intègre dans son objectif 12 et notamment dans le cadre de l'accès aux soins, l'usage de la télésanté dans un cadre dit régulé et éthique. Au niveau régional, il y a une déclinaison forcément de cette feuille de route nationale
et la feuille de route donc de l'ARS, de l'Agence régionale de santé 2025-2027, bâtie avec ESEA. On comprend évidemment donc un volet important sur la partie télésanté pour être au service de l'accès aux soins également. Sachant que ce qui est ressorti d'une concertation qui a été réalisée par ESEA ces derniers temps sur les besoins et une revue justement de cette feuille de route et des principaux principes de la feuille de route, le besoin chez les professionnels de santé qui ont été audités d'avoir une acculturation, une formation plus renforcée sur tous ces concepts et pour pouvoir les mettre en œuvre au quotidien. Donc derrière, Clémence, Ouais, une notion. Oui, donc c'est aussi ce qu'on met derrière, parce qu'on voit cette stratégie nationale et déclinée au niveau régional. C'est vrai qu'au-delà de l'acculturation des professionnels de santé, il y a aussi l'acculturation des coordinateurs et coordinatrices de CPTS pour savoir en fait qu'est-ce qu'on met sous le terme télésanté. Qu'est-ce que ça regroupe? Qui fait de la télésanté? Quels sont les actes permis? Enfin voilà. Et donc là, je laisserai la parole à Madame Nardini. Bonjour Madame Nardini qui vient de se connecter pour Bonjour, nous rappeler ces quelques notions. tout à fait, avec grand plaisir. Donc, effectivement, la télésanté, en fait, de quoi parle-t-on? Eh bien, on va regrouper sous la notion de télésanté la télémédecine et le télésoin. Donc, la télémédecine, ce sont des actes qui sont réalisés à distance par un professionnel médical, donc un médecin, sage-femme ou chirurgien dentiste. Ces actes, en fait, sont réalisés donc entre eux, entre professionnels ou avec un patient et un ou plusieurs autres professionnels de santé. Le télésoin, ce sont des activités donc réalisées à distance également. On dit souvent par le biais donc des technologies de l'information et de la communication, qui va mettre en rapport donc un usager de la santé avec un pharmacien ou un auxiliaire médical. À ce jour, la liste compte, si je ne me trompe pas, 18 professions qui sont recensées parmi ces auxiliaires médicaux, donc pour exercer le télésoin. Et l'ensemble constitue la télésanté, qui, nous allons le voir après, donc regroupe 5 actes en télémédecine. Alors, parmi ces actes, vous avez la téléconsultation, donc on en entend souvent parler. Je pense que c'est plutôt quelque chose que vous connaissez. En fait, c'est un acte qui est réalisé à distance par un professionnel médical avec un de ses patients, avec un patient, donc toujours par le biais de ces nouvelles technologies et à distance. Vous avez ensuite la téléexpertise. Donc, la téléexpertise, c'est plutôt un acte asynchrone, ce que l'on appelle, c'est-à-dire qu'un médecin, un professionnel de santé, va faire une demande directement, par exemple, à un spécialiste. On rencontre le cas souvent en dermatologie, en cardiologie, par exemple. Et donc, il va recourir à l'avis d'un expert qui va lui répondre entre 24 et 72 heures, hein, selon ses possibilités à cette demande. Donc c'est un échange, voilà, également entre professionnels à travers, je le précise toujours aussi, des outils numériques, sécurisés. D'accord? La téléassistance, donc là, c'est un acte un petit peu plus, on va dire, enfin, «anecdotique» entre guillemets, puisque là, c'est plutôt un professionnel de santé qui va être, assisté lors d'un acte médical particulier par un autre confrère. Voilà, donc là, on est dans la téléassistance médicale. Vous avez également la télésurveillance. Donc là, c'est plutôt en fait le suivi et l'accompagnement d'un patient. Ce suivi va être fait par un professionnel médical à partir de données qui vont être recueillies généralement par des objets connectés, on va dire au sens large. La téléconsultation accompagnée est un acte de télémédecine, puisqu'en fait, c'est une téléconsultation donc, qui va être réalisée entre un professionnel médical et un patient, mais il va être accompagné, donc assisté, généralement par les infirmiers ou infirmières. C'est le cas qu'on rencontre actuellement le plus souvent.
Et puis vous avez le télésoin qui est quand même fait partie des actes de télésanté assez récents et qui va être possible aussi pour les auxiliaires médicaux dans leur pratique professionnelle. Donc vous avez vraiment, Alors j'ai merci de pardon. cette infographie parce que justement elle resitue bien les différents éléments. Oui, Qui peuvent être faits, voilà, à titre individuel par chaque tout à professionnel ou chaque fait. profession de santé, mais on y reviendra bien sûr plus loin, plus en détail dans le cadre de cette présentation. Voilà, au niveau d'une CPTS et surtout sur les dimensions, une fois de plus, collectives ou pluriprofessionnelles que le rôle de la CPTS peut jouer, notamment, dans la téléconsultation accompagnée ou assistée, Oui, hein, qui oui, est un levier, dans l'accès aux soins qui peut être essentiel. Vous évoquiez effectivement l'articulation d'un infirmier en proximité au domicile d'un des patient, patients. par exemple, au Oui, sein d'un EHPAD, mais ça tout à peut être fait. aussi l'officine avec Oui, un pharmacien qui, une fois de plus, est un site de proximité éventuellement pour des patients et peut organiser avec les médecins du territoire, plus qu'avec des plateformes de téléconsultation, oui, on ne sait où, et c'est tout le rôle justement de la CPTS. Favoriser la téléexpertise entre les professions ou entre les spécialités qu'il peut y avoir sur le territoire ou en dehors du territoire, et notamment avec les équipes de soins spécialisées qui vont apparaître, et bien évidemment toute la dimension de télésoins. Sur la partie télésurveillance, pareil, on est plutôt sur des structures hein, qui sont référencées aujourd'hui. On ne lance pas un projet de télésurveillance comme ça non, au sein d'une CPTS. C'est plutôt des dispositifs qui sont référencés aujourd'hui, reconnus dans le cadre du remboursement de la télésurveillance ou de la du téléassistance. rêve. Mmh. Donc voilà, c'est un petit peu particulier, mais en tout cas, les leviers essentiels, mais on y revient plus tard, téléconsultation accompagnée, téléexpertise, télésoins, bien évidemment, qui voilà, s'inscrivent dans un cadre pluripro de territoire où il peut y avoir véritablement une vraie logique d'organisation territoriale. C'est ça qui est important. Mais tout ça dans le respect d'une réglementation. Oui, tout à fait, c'est le principe, de la télésanté. Donc, la réglementation s'appuie sur le code de la santé publique, bien évidemment, qui va plutôt définir, en fait, le périmètre, les actes et les règles du jeu, on va dire, en termes de télésanté. Le RGPD, donc le Règlement, général de la protection des données de santé, ça, je pense que tout le monde en a entendu parler. Qui est obligatoire dès qu'il s'agit bien évidemment de données personnelles ou de données de santé. Donc, qui, inscrit, des règles, sur, notamment, le stockage et la sécurisation de ces données de santé. Viennent aussi, compléter bien sûr les accords conventionnels avec la CNAM, là qui vont définir surtout, la tarification bien évidemment, le périmètre et les modalités de remboursement donc, des actes, de télésanté. Et vous avez également donc les normes ANS, pardon. Donc la télésanté doit se conformer, si vous voulez, à l'usage notamment de solutions techniques qui sont adaptées au process médical et qui vont répondre à des règles de sécurisation notamment, ça c'est essentiel et qui va se conformer aux aspects réglementaires donc qui sont en vigueur. Donc Donc c'est ça, très, c'est très réglementé. c'est très réglementé, c'est évident et c'est normal, mais c'est bien Tout à aussi fait. pour nous tous de connaître cette réglementation dans tous les cas. C'est vrai que de temps en temps, on a également des questions sur les cotations de ces actes en télésanté et du remboursement du patient. Alors, on n'a pas forcément tout détaillé dans ce tableau parce que c'est quand même propre aux conventions de chaque profession, mais on a essayé de résumer ça de manière, peut-être pas tout à fait exhaustive, mais en tout cas synthétique. Si Amandine, tu peux nous en dire un petit mot? Oui, merci Clémence. Alors effectivement, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette diapositive puisqu'elle est assez dense. Par contre, je vous invite tranquillement après donc ce webinaire, en tout cas, à aller consulter, enfin la consulter, et surtout à vous référer aux sites officiels comme ceux de l'assurance maladie, puisqu'ils détaillent, on va dire, par profession, les cotations sur chacun de ces actes. Certainement, peut-être d'ailleurs qu'on reviendra sur le tableau à la suite de ce webinaire.
Faut savoir qu'aujourd'hui, de toute façon, la télésanté, ce n'est plus de l'expérimentation, c'est du soin reconnu et c'est donc du soin coté et remboursé. La téléconsultation, elle est remboursée à 100% et c'est coté comme une consultation classique. La téléexpertise, on l'a vu, ça permet, c'est un acte qui permet à un professionnel de demander l'avis à un confrère. Et il faut savoir qu'elle peut être sollicitée donc non seulement par des médecins, mais aussi par des sages-femmes, infirmiers, kinés, toutes les professions de santé, c'est très ouvert. La télésurveillance fonctionne différemment. C'est un modèle qui est forfaitaire mensuel, pareil défini selon des protocoles définis. Et la téléassistance et le télésoin sont plus spécifiques, mais bien encadrés aussi, sachant que sur la téléassistance, enfin, on parle surtout de téléconsultation assistée. Et donc là, on est sur un système de cotation différent. Petit point d'attention, par contre, il existe une limite, on va dire, réglementaire. En général, un professionnel de santé ne peut pas faire plus de 20% de ses actes en télésanté pour un même patient sur l'année. Par contre, il y a des dérogations, c'est-à-dire que dans la dernière convention médicale notamment, il a été mentionné que les psychiatres ont droit à 40% d'actes de télésanté. Et concernant les actes de télésanté que peut faire un médecin traitant avec sa patientèle, celui-ci ne sont pas comptabilisés dans ce seuil. Donc ça comprend tout ce qui va être téléconsultation, téléconsultation assistée, téléexpertise. À partir du moment où c'est votre médecin traitant, ça ne rentre pas dans le seuil réglementaire. Il y a également d'autres dérogations qui peuvent être accordées, comme par exemple pour les médecins retraités. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que la télésanté, c'est vraiment bien encadré. Donc voilà, il faut vraiment aller consulter les sites officiels. Et voilà, il faut connaître les règles, en tout cas pour mieux orienter les professionnels de santé dans ce qui peut paraître un peu complexe au premier abord. Merci Amandine. Donc, je réinsiste, hein, parce que élément important pour les CPTS, si vous montez des projets liés justement à de la télésanté, télémédecine, télésoins, que justement ces éléments de téléconsultation assistée, de téléexpertise, comme on disait, qui peuvent être une fois de plus propices parce qu'on est dans des cadres organisationnels, interpro, interspécialité, etc., ne rentre pas dans ces plafonnements, donc ne rentre pas dans une crainte éventuellement de ces professionnels de voir leur propre activité directe avec leurs patients réduite s'ils rentraient dans ces projets-là. Et effectivement, information, mais rien de fait pour l'instant aussi, la proposition de loi sénatoriale en cours du sénateur Mouillet prévoit a priori de faire sauter le plafonnement de 20% pour les retraités. Il n'y en aurait pas du tout, donc voilà. Et tout ça pour dire, comme on l'a vu avant, c'est donc des actes de télémédecine, télésanté qui sont encadrés, hein, avec une réglementation très stricte, mais dès lors que vous rentrez dans la réglementation, même s'il n'y a pas forcément de cotation prévue, c'est ce qu'indiquait Madame Nardini juste avant, c'est s'il n'y a pas d'accord conventionnel, ça ne veut pas dire que c'est interdit, vous ne pouvez pas le faire. Typiquement, on a aussi des CPTS qui ont fait des réunions de concertation professionnelle en numérique, hein, des IRCP. C'est pas, il n'y a pas de cotation pour ça, il n'y a pas de remboursement, mais voilà, ça peut être quelque chose qui peut être pris en charge de manière un peu globale par la CPTS pour soutenir une organisation. Voilà, dès lors qu'on est dans un cadre qui respecte la confidentialité et la réglementation des données, c'est surtout ça, où la CPTS a aussi l'attitude de monter d'autres cadres qui peuvent s'inscrire au-delà du cadre conventionnel de remboursement. Bien évidemment, si vous avez des questions, hein, sur ces remboursements, on sera là pour y répondre. Mais comme le disait Amandine, de toute façon, la référence, c'est la Sécu. Et donc, pour faire la transition avec ce sujet et peut-être comment on peut être aidé à mettre en place la télésanté et à informer les professionnels, Madame Nardini, je vous relaisse la parole sur déjà les prérequis. Oui, alors là, c'est quelques prérequis, on va dire, évidents ou en tout cas qui sont essentiels aussi à prendre en compte, dans la mise en place d'une activité de télésanté.
C'est toute l'organisation technique, donc au sens large, hein, tout ce qui est matériel, réseau informatique, Wi-Fi, par exemple, hein, c'est tout bête, mais s'il n'y a pas de Wi-Fi, ça va être compliqué de faire des téléconsultations. Et bien étudier aussi, évidemment, la solution de télésanté qui sera le plus appropriée à votre projet. Important aussi et essentiel, bien évidemment, c'est toute l'organisation humaine qui est nécessaire autour de la mise en place d'un projet. On dit toujours, en tout cas, moi j'aime bien le dire, que derrière des outils, il y a toujours des hommes et qu'un outil ne fonctionne pas tout seul. Donc la télésanté, c'est la même chose. C'est un projet, oui, technique, mais aussi une organisation humaine de la part des professionnels qui participeront bien évidemment à la mise en place de ce projet. Et puis, surtout, comme on l'a vu aussi précédemment, c'est, s'assurer de bien respecter donc toute la réglementation concernant la mise en place de la télésanté. Et du coup, on peut Heu aussi s'appuyer sur vous, hein, madame Nardini, et sur les équipes d'ESEA. Oui, tout à fait, c'est ce que j'allais dire sur les équipes puisque donc nous sommes 3 chefs de projet dans l'équipe télésanté sur toute la Nouvelle-Aquitaine, dont mon collègue Dylan Deguet qui est également présent aujourd'hui, et puis Madame Afonso Nathalie, notre directrice projet. Donc les missions effectivement de l'équipe télésanté, c'est d'accompagner les professionnels libéraux, les établissements sanitaires, les ESMS dans la mise en place de leurs projets de télésanté. Donc j'ai résumé quelques grandes phrases hein, qui sont mesurées, préparées et pérennisées, mais l'idée c'est au tout début, ben, bien évidemment, de vous écouter, de faire un audit de vos attentes, de vos besoins, de ce que vous avez déjà peut-être on va dire, identifier en termes de projet de télésanté et de mettre en place toutes les actions nécessaires pour vous accompagner ensuite et vous suivre dans la pérennisation de ce projet. Voilà. Donc, nous avons un rôle effectivement de conseil et d'accompagnement sur la mise en place des projets. Je préciserai juste, si vous me le permettez, 2 petites minutes, que ESEA ne porte pas d'outils ou de solutions hein, de télésanté. Voilà, on vous accompagne sur la mise en place d'un projet, mais on ne porte pas une solution de télésanté en particulier. Merci beaucoup Merci à vous. pour ces éléments. Du coup, suite à cette partie un petit peu théorique, mais qui était nécessaire de rappeler selon nous, on va passer à une partie un peu plus concrète sur vous, CPTS, quel est votre rôle, comment vous pouvez déployer et développer la télésanté sur vos territoires. Pour cela, on a essayé de mettre en avant, en fait, comment intégrer la télésanté dans les différentes missions. Et là, je vais laisser la parole à Amandine. Merci Clémence. Effectivement, on a essayé de repartir alors des missions des CPTS et de vous illustrer le fait qu'effectivement la télésanté c'est pas on va dire un gadget pour les CPTS, mais c'est un vrai intérêt, c'est un vrai outil, enfin en tout cas une vraie pratique au service des missions. Donc si on part par la gauche en bas, on est vraiment sur des pratiques qui permettent d'améliorer l'accès aux soins, notamment pour les patients sans médecin traitant ou dans les zones éloignées. Clairement, ce sont des pratiques qui facilitent les parcours pluriprofessionnels autour du patient, que ce soit au niveau de la coordination, du suivi à distance, et qui permet également de rompre avec ce sentiment d'isolement que peuvent ressentir certains professionnels de santé. On le verra notamment sur des actes comme la téléexpertise. On est vraiment sur des pratiques qui permettent de renforcer le dialogue interprofessionnel ou dans une même profession, et cela centré autour du patient et de sa prise en charge. Clairement, on le voit bien, ce sont des pratiques qui permettent de renforcer l'attractivité des territoires. Nous, on le constate au sein de l'URPS, Médecins Libéraux. Ce sont des pratiques qui, comme on vient de le dire, qui permettent de se sentir moins isolé et qui confortent, qui rassurent
dans un contexte où effectivement on fait face à une pénurie de l'offre de soins et devant on va dire une croissance justement de demande de prise en charge, notamment sur certaines spécialités. Donc c'est vraiment ce sont des actes qui permettent de renforcer la qualité des soins et de réduire les inégalités d'accès, on va dire, dans les zones sous-dotées. Donc tout cela peut paraître un peu théorique, mais c'est pour ça qu'on va passer à la slide suivante où on a essayé de vous illustrer quelques cas, quelques projets régionaux de CPTS qui se sont engagés autour de la télésanté. De toute façon, je vais assez rapidement passer sur cette slide puisqu'on a la CPTS Viveval qui est présente aujourd'hui et qui nous fera un retour d'expérience beaucoup plus concret. Mais ce qu'on a déjà pu constater sur la région Nouvelle-Aquitaine, c'est voilà, on a pu remonter qu'il y a des parcours, des parcours spécifiques sur lesquels on a déployé justement de la télésanté, que ce soit des parcours sur les personnes âgées, sur l'insuffisance cardiaque ou sur l'apnée du sommeil. C'est vraiment des actes qui permettent de renforcer le lien ville-hôpital où on sait que parfois c'est un peu compliqué de discuter. Donc on a quelques cas effectivement de retour d'expérience sur ça avec la CPTS Junior T, sur justement des liens entre le service hospitalier et les ressources de la ville. Certaines CPTS en Nouvelle-Aquitaine ont permis d'organiser des téléconsultations pour les résidents en EHPAD qui sont parfois éloignés justement du système de santé malgré leur présence dans des établissements de santé médico-sociaux. Et enfin, il y a certaines CPTS aussi qui ont pris, on va dire, le sujet de l'orga à cœur, avec la mise en place de plateformes de territoriales d'appui qui permettent justement d'orienter les patients vers de la téléconsultation non programmée, notamment dans des pharmacies qui sont équipées. Donc voilà, tout ça, ça illustre, on va dire, une variété, une possibilité d'actions possibles en télésanté. Bien sûr, c'est pas du tout exhaustif, hein, et n'hésitez pas à nous remonter, que ce soit dans le chat ou à l'issue, des échanges, certaines de vos expériences, puisque c'est toujours intéressant de les valoriser et ça permet derrière de potentiellement créer de nouvelles actions dans d'autres territoires qui voudraient s'en inspirer. Oui, je me rebondis Oui. sur tes propos, Amandine, hein, comme tu le disais, concrètement, hein, là, partout, en termes de retour d'expérience, partout, la télémédecine, sous ses différentes formes, a pu être déployée en CPTS. Mais c'est d'abord une amélioration pour les patients. C'est la coopération qui est construite par le territoire et une fois de plus, pas en ayant recours à des solutions commerciales qui vont puiser des ressources on ne sait où et avec voilà, sans niveau de qualité, sans niveau de connaissance des professionnels entre eux ou du patient. Nous, le retour qu'on a d'expérience de beaucoup de médecins, et notamment sur la téléexpertise, c'est, tu me disais, Amandine, hein, la confraternité, recréer du lien. Paradoxalement, ça peut paraître bizarre de dire qu'avec le numérique, on recrée du lien, mais en fait, il y a vraiment ce retour d'expérience. Donc, voilà, l'articulation avec le médico-social, avec les EHPAD, ça fonctionne bien. Donc, vraiment, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, bien évidemment, nous faire part, comme disait Amandine, de vos projets, non seulement pour qu'on les transmette, qu'on les communique aux autres, ça c'est bien sûr, mais aussi si vous avez besoin voilà, d'avis, d'expertise. Côté URPS médecin, ça fait longtemps qu'on est sur ces sujets, qu'on a pu accompagner bon nombre d'expérimentations ou de mises en œuvre, donc à disposition pour vous accompagner. Merci beaucoup Emmanuel, et justement je vais faire le lien avec ta dernière proposition d'accompagner les CPTS qui ont des projets autour de la télésanté. On souhaitait faire un petit focus sur la téléexpertise, puisque je pense que vous avez vu certaines communications à partir de l'ARS, de ESEA, mais aussi potentiellement des CEPAM de la Nouvelle-Aquitaine, ainsi que de l'URPS, autour de la téléexpertise. En octobre 2024, on a lancé un gros projet de communication régionale et multipartenaire pour encourager justement cette pratique au niveau territorial. C'est vrai qu'au départ, on l'a engagé sur les médecins libéraux et aujourd'hui, on est dans une volonté d'élargir
notre cible et de communiquer auprès des CPTS, puisque vous êtes, là, on vient de vous l'illustrer avec tout ce qu'on vient de dire auparavant, mais vous êtes les acteurs, on va dire, privilégiés, les relais privilégiés pour pouvoir encourager des pratiques de télésanté sur vos territoires. Donc, ce qu'on a illustré là sur cette diapositive, c'est les actions que vous pouvez faire, en tout cas en matière de téléexpertise. C'est bien sûr continuer à communiquer sur la pratique de la télésanté. Vous trouverez beaucoup de ressources et de supports de communication pour ce faire, qu'on vous a mis à disposition notamment dans les annexes de ce support que vous aurez par la suite. Vous avez également un site internet qui a été créé donc par l'ARS et enfin tous ces partenaires que je vous ai cités autour de la téléexpertise. Et justement, sur ce site internet, vous pouvez demander à être accompagné, notamment pour pouvoir construire des projets autour de la téléexpertise sur vos territoires. Donc, bien entendu, ne vous limitez pas à la téléexpertise, hein, vous pouvez venir nous voir pour autre chose, mais sachez que sur la téléexpertise, il y a vraiment une dynamique partenariale et régionale qui s'est mise en place. Avec justement, on a essayé de quadriller les différents besoins des CPTS pour pouvoir y répondre au mieux. Que vous dire de plus, si ce n'est on peut faire beaucoup ensemble. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, que ce soit pour communiquer, identifier des pratiques et des besoins d'accompagnement, piloter certains projets. C'est les projets de télésanté, c'est des projets qui peuvent être assez longs, fastidieux, où on a à la fois des dimensions techniques sur du choix d'outils, sur de l'installation de matériel, mais aussi on a surtout une grande part de conduite du changement. Et c'est ça qui est parfois difficile à opérer. Donc nous, on se tient à disposition pour tous ces sujets et vous accompagner au mieux. Et bien sûr, on sait que vous avez la main pour animer les territoires et que vous le faites merveilleusement bien. Donc, si besoin que l'on vienne en co-animation sur certains sujets de télésanté, on sera là, en tout cas, toute l'équipe évoquée. Merci beaucoup, Amandine. Et en effet, on remettra à la fin de cette présentation l'ensemble des contacts, que ce soit côté ESEA, URPS médecin, assurance maladie, pour que vous puissiez justement vous appuyer sur ces acteurs quand on monte des actions, quand on essaye de faire de la sensibilisation ou de la culturation. C'est aussi bien de s'appuyer sur les acteurs qu'on a à disposition et de ne pas le faire seul. Pour compléter ces propos et essayer d'être sur une partie pratique, on va laisser la main à la CPTS Viveval, donc à Madame Escarment, coordinatrice, et Monsieur Bedonnet, président de la CPTS. Oui, bonjour à tous. Alors, on va vous faire notre tour d'expérience, mais avant tout, j'aurais aimé faire une petite présentation quand même de notre CPTS, puisque toutes les CPTS n'ont pas la même caractéristique. Donc, notre CPTS est une CPTS de petite taille, située en plein cœur du Périgord noir. Donc, pour situer un petit peu, on est dans le triangle entre Bergerac, Périgueux et Sarlat. Donc, on est une CPTS très rurale. Comme vous pouvez le voir sur la diapositive, sur la carte, on a un très, très grand territoire avec une densité de population très faible. On a ça recouvre à peu près 17 500 habitants. Ce qui fait que la population, elle est assez éloignée des principales communes. Donc, les principales communes sont de l'ordre de 2500 habitants pour Ville-en-Blas et Vers. Et Val-de-Louris-Codeau, on est plus proche des 1500 habitants. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de ce territoire, c'est principalement une population qui est en très grand âge. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on n'était pas au sein de la CPTS en situation de désertification médicale. On serait plutôt en zone de tension médicale. Comme on peut le voir sur cette diapositive, nous avons actuellement 58 adhérents et ça correspond à une très, très grande majorité des professionnels de santé sur le territoire. Nous avons 3 maisons de santé pluriprofessionnelles
Parmi ces 3 maisons, on a 8 médecins. Donc, on n'est pas en désertification médicale totale, puisqu'on a quand même des médecins généralistes. On a aussi une grande diversité au niveau des professionnels de santé, puisqu'on retrouve quand même des dentistes, des infirmiers, des kinés et des pharmaciens. Mais voilà, nous souffrons plutôt d'un manque de spécialistes. Donc là, par contre, on peut parler de désertification médicale concernant les spécialistes. Et bien sûr, on pense à l'avenir et on sait qu'à l'avenir, voilà, on peut avoir des médecins qui sont proches de la retraite. Donc, on sait que dans les 5 années qui suivent, on peut également être en tension médicale. Alors, c'est pourquoi, en mai 2024, on a eu une réunion organisée par la Caisse primaire d'assurance maladie, le service cardiologie et la direction du centre hospitalier de Périgueux, dans le but vraiment d'améliorer le lien ville-hôpital, voilà, au cœur de la cardiologie. Donc, le but, c'était vraiment d'avoir une prise de contact, hein, vraiment pour renforcer le lien ville-hôpital et d'améliorer en fait la prise en charge des patients en insuffisance cardiaque. Donc, il y avait plusieurs thèmes au cours de cette réunion, hein, dont un des thèmes qui n'est pas écrit sur la diapo, mais le thème de la téléexpertise aussi, qu'on voulait apporter, parce que je pense que ça peut être très utile pour les médecins. Donc, il y avait également aussi des discussions sur le dépistage, sur les diagnostics, sur protocoliser les traitements. À l'issue de cette réunion, qui était plutôt juste pour échanger entre l'hôpital, justement, et les différents professionnels de santé du territoire, on a eu un premier contact et on a eu le droit, justement, à transposer, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on a le droit à une deuxième réunion pour pouvoir justement concrétiser le projet que nous, on avait en tête, en fait. Et notre projet à nous, c'était vraiment de faire de la télémédecine. Le but, comme nous avons une population qui est plutôt en grand âge, qui a du mal à se déplacer, il faut à peu près 35 à 45 minutes afin de pouvoir aller à une consultation cardiologique. Notre but, c'était vraiment d'avoir une solution de télémédecine et de pouvoir consulter avec un professeur en cardiologie au CHU de Périgueux. Donc, au cours en fait de cette deuxième réunion, on leur a fait notre proposition et essayé de formaliser ça en fait entre l'hôpital et la CPTS. On a eu dans la CPTS en fait un aval de tous les médecins qui souhaitaient faire de la télémédecine et également aussi un aval du docteur Lemaitre, cardiologue, et également des infirmières qui vont être là, qui vont avoir un rôle important vraiment pour assister les patients. Donc, cette décision de téléconsultation, en fait, elle va cocher 2 cases au niveau des missions. Elle va cocher en fait la coopération entre les professionnels de santé et surtout, elle va permettre d'améliorer la communication entre la ville et l'hôpital. Donc, on a eu l'aval du cardiologue pour mettre en place une fois par semaine, le lundi après-midi, en fait, des consultations de cardiologie via télémédecine tous les lundis après-midi. Donc, on va passer à la prochaine diapositive, si c'est possible. Voilà. Donc, du coup, une fois qu'on a eu cet aval, il a fallu mettre en place l'organisation. Donc, la première chose à mettre en place, c'était d'avoir du matériel. Donc, on voulait quelque chose qui soit quand même assez qualitatif. Donc, on a consulté plusieurs matériels pour voir ce qui se faisait et tout ça. Et on voulait aussi une certaine forme de liberté, c'est-à-dire choisir nous-mêmes nos professionnels de santé et pas avoir voilà, qui est connecté directement à des médecins où on n'avait vraiment pas le choix. Donc, notre choix s'est porté en fait sur une mallette connectée qui s'appelle Elfi. On l'a choisi parce que déjà le matériel était de bonne qualité. Il y avait possibilité de faire donc des électrocardiogrammes et bien sûr, elle correspondait également aux normes, comme on en a discuté tout à l'heure, de la réglementation de la RGPD. Donc, on a fait ce choix-là et on a une autonomie pour choisir tous les médecins que l'on souhaite. Donc, pour mettre en place ce déroulé, il fallait plusieurs intervenants. Donc, il fallait le médecin généraliste,
Le but du médecin généraliste, bien sûr, c'était de cibler les patients. Donc, ces patients-là, il fallait qu'ils soient, bien sûr, qu'ils n'aient pas d'autres cardiologues, qui respectent, voilà. Il fallait recueillir le consentement du patient. Il fallait également établir un courrier pour les traitements, les antécédents, et aussi établir une ordonnance pour le bilan biologique. Donc, une fois qu'on avait ces patients-là, il fallait également trouver des infirmières, parce que le but, c'est vraiment d'assister le patient. Il fallait préparer la consultation, en fait, pour que le cardiologue, tout de suite, puisse faire la consultation. Donc, du coup, les infirmières, leur but, c'était derrière de rentrer toutes les données au niveau du logiciel, que ce soit le bilan, que ce soit l'ordonnance. Il fallait également, avant, qu'elles prennent toutes les constantes, également faire l'électrocardiogramme. Donc, les infirmières ont un rôle très important au cours de la consultation. Et donc, en plus, ça permet vraiment de favoriser le lien entre tous les professionnels de santé. Bien évidemment, ensuite, il y a le rôle du cardiologue qui va faire sa consultation durant 15 à 20 minutes avec le patient. Donc, la consultation, elle se passe principalement au niveau des maisons de santé pluridisciplinaires, mais elle peut également se passer à domicile si les patients ne peuvent vraiment pas du tout se déplacer. Donc, l'avantage, c'est que dans les MSP, généralement, elles sont à une distance de 5 à 10 minutes maximum. Donc, ça, c'est intéressant, quoi. Donc, suite à cette consultation, donc bien sûr, des prescriptions peuvent être faites, des nouveaux rendez-vous, là, par contre, au niveau du centre hospitalier, sont faits également, quoi. Et bien sûr, tout en respectant les normes RGPD, tout est fait sur messagerie sécurisée, du compte-rendu, ainsi que des ordonnances. On a également, bien sûr, le rôle important de la coordinatrice. Coordinatrice, elle, qui va, par exemple, amener le matériel au niveau des différentes maisons de santé pluridisciplinaires, puisqu'on fait ça sur trois communes. Elle fait également les plannings entre les différents médecins, les infirmiers et le cardiologue derrière. Et bien sûr, elle s'occupe du bon fonctionnement des RGPD. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le déroulement, les patients sont plutôt au premier retour, sont ravis, sont même très surpris. Nous avons fait depuis le début à peu près une cinquantaine de consultations environ. On fait ça tous les lundis après-midi. 3 à 4 patients par semaine, quoi. Voilà. Écoutez, merci d'abord de ce témoignage. Et puis moi, je voulais vous dire chapeau parce que c'est un très beau projet. Bravo de l'avoir mené. Il y en a d'autres au sein de la Nouvelle-Aquitaine. Et je suppose qu'autour de la table, il y en a quelques-uns qui, j'espère, vont faire part de leur expérience. Mais voilà, typiquement, quelque chose de très concret qui est là pour les patients. Vous avez exposé la problématique de votre territoire que à titre perso, je connais un peu. Donc, j'appréhende bien ce besoin du domicile, notamment en spécialité. Voilà, de champ d'application, c'est super, bravo, c'est vraiment très, très chouette. Et vous avez réussi, et je crois que ça peut être dit aussi, mener ça en main dans la main avec l'assurance maladie, avec l'hôpital, avec quoi, tout le monde est rassemblé autour de vous. Vous êtes dans votre rôle de fédérateur, ou c'est votre projet tel que vous l'avez bâti. Ça aussi qui est important, qui a été mis en œuvre. Donc voilà, chapeau, mais on passe à la suite. Question bien évidemment, mais moi ce qui m'intéresserait, je sais qu'il y en a d'autres là autour de l'écran qui ont fait des choses chouettes sur le sujet de la télémédecine. Donc partager, c'est le but, c'est un temps pour partager, pour faire part de ce que vous avez pu mettre en œuvre les uns ou les autres. Donc c'est votre temps, allez-y, on vous écoute. Est-ce qu'il y en a qui ont des retours d'expérience à donner ou qui ont des questions à poser à la CPTS Vive-Vallée? Oui, Moi, j'avais une question juste, pardon. Je voulais savoir comment vous aviez fait votre benchmark, enfin l'étude de marché pour choisir Elfi. Tout simplement,
on a comparé, on a été voir sur Internet toutes les mallettes. Et moi, ce qui était important, c'est qu'on nous a présenté des mallettes, mais derrière, le problème, c'est que c'était pour des consultations avec des médecins déjà prédéfinis, alors que nous, on voulait nos propres médecins. Donc ça, c'était important d'avoir cette indépendance-là. Après, bon, il y a les facteurs de prix, de qualité des matériaux. Il faut aller démarcher en fait les différentes marques derrière. Voilà. On est parti de zéro, en fait. Ça se trouve, il peut exister peut-être beaucoup mieux, c'est possible, mais on est déjà très content, en fait. Et ce qu'on voulait surtout, c'était pas être dépendant de médecins de l'autre bout de la France. Nous, ce qu'on voulait, c'est travailler avec les médecins de notre région. Ouais. Merci beaucoup, c'était exactement ce que je voulais connaître. Guitry a franchi le mur de la timidité, donc les autres, est-ce que vous avez des questions à poser aux uns ou aux autres, hein, effectivement sur ce retour d'expérience de la CPTS Vivan, mais où est-ce qu'il avait pu être dit avant? Vous faire part une fois de plus de ce que vous avez pu faire. Il y a quand même plusieurs, hein, qui ont mis en place des consultations à domicile avec des généralistes sur les soins non programmés, sur une fois de plus qu'est-ce qui se passe dans les officines qui sont un lieu aussi de proximité pour les patients. Est-ce que vous avez des envies, des choses sur lesquelles vous aimeriez mettre en place et souhaitez demander un peu des questions à poser? Alors, question très pratico-pratique. Pouvez-vous nous faire parvenir votre présentation? Et bien évidemment, comme d'habitude, ce sera dans les ressources qui sont mises à disposition sur le site, c'est ça, Clément? Sur le site CPTS-NA, dans l'onglet Café CPTS, vous aurez à la fois la visio et à la fois le PowerPoint. Sachant que dans le PowerPoint, on vous a mis également tout un tas de contacts, ressources, d'annexes, notamment de liens sur les cotations, hein, des différentes professions, télésoins, télésanté. On Sur vous a mis les liens vers la réglementation, vers les conventions, que vous soyez vous-même expert et que vous puissiez renseigner les professionnels au mieux. Y a-t-il des projets en cours là au sein des CPTS qui sont connectés sur ces sujets de télémédecine? Oui, tout à fait, chez nous, c'est pour ça on a commencé à rencontrer plusieurs opérateurs et justement, c'est pour ça que c'était très éclairant parce qu'il y a toujours cette notion de liberté qu'on peut garder en fonction des logiciels et c'est des choses qui ne nous présentent pas spécialement d'emblée, forcément. Et donc, c'est assez compliqué de vouloir bah, voilà, garder cette marge de manœuvre en voulant faire déjà vivre l'existant sur notre territoire, permettre de valoriser ce qui est déjà mis en place à travers la télémédecine et faire profiter, nous aussi on a un territoire rural, donc c'est intéressant aussi de pouvoir faire profiter voilà, ceux qui sont un peu plus loin pour les aider. Donc on oscille entre la télémédecine et les consultations avancées, parce qu'on a cette facilité de pouvoir faire aussi venir des médecins de Bordeaux de temps en temps. Alors, pour avoir là-dessus, et merci, hein, Guitry de ces partages de vues. On avait fait, il y a longtemps maintenant, c'était avant le Covid, je crois que c'était en 2019, une étude sur la Creuse, sur justement les besoins en spécialité, etc., auprès des médecins généralistes de Creuse, qui étaient à l'époque bien plus nombreux qu'ils ne sont aujourd'hui. Et déjà, il y avait quand même pas mal de besoins. Voilà, et effectivement, bien évidemment, le sujet de la consultation avancée est la solution la plus efficace vis-à-vis du patient, etc., mais pas forcément la plus simple à mettre en œuvre non plus avec les spécialités. Là encore, des propositions de loi, des discussions, impact de Matignon en discussion sur l'accès aux soins et donc
l'imposition aux médecins de peut-être s'intégrer dans des consultations avancées. Tout ça est en cours. On va voir dans les prochains mois ce que ça profile, hein, et on vous tiendra au courant, bien évidemment, notamment au niveau du RPS médecin. Des webinaires seront certainement organisés là-dessus. Mais déjà, cette étude qu'on avait faite montrait que la télémédecine pouvait être quand même une alternative très intéressante aussi. Voilà, et des réalisations montrent qu'il ne faut pas les éviter. J'en profite pour quand même me retourner à nouveau vers vous, Alexandre, parce qu'il y a une question sur votre expérimentation qui est: est-ce que le cardiologue s'engage sur de la consultation de suivi ou seulement sur du dépistage? Alors, bien évidemment, elle s'engage sur une consultation de suivi, hein. J'ai pu assister à quelques consultations. Par exemple, en fait, ça réduit considérablement le délai des consultations. C'est-à-dire que suite à cette première consultation, si cela nécessite, il y a des examens complémentaires qui peuvent être faits derrière au centre hospitalier, comme des échographies. Et derrière, il y a un suivi qui peut être soit en présentiel, si cela nécessite, ou en distanciel, qui est fait. Donc, le docteur, le cardiologue au CHU de Périgueux s'engage à suivre tous les patients derrière. Ça, c'est très, très important. Merci de ces précisions. Je me, D'autres? je me permettrai juste de revenir sur le choix des valises. Pour la CPTS Centre Nord-Creuse, nous avons deux types de valises actuellement sur le territoire. Donc la première a été financée partiellement avec le conseil départemental et la CPTS. Les infirmières ont beaucoup, beaucoup de mal à se connecter à une plateforme pour avoir des médecins pour faire les téléconsultations. Alors, contrairement à ce qui avait été annoncé par le commercial. Donc déjà, il faut être très prudent avec les commerciaux qui vraiment vendent du rêve. Et en fin de compte, après, il y a beaucoup de désillusions. Les deux autres cabinets ont été récemment équipés avec les mallettes Elfi, donc effectivement de la bonne qualité, stéthoscope connecté, dermatoscope, tensiomètre, enfin bon voilà, donc le matériel est de bonne qualité. Elles ont été confrontées, donc elles sont passées par la plateforme Elfi, qui permet l'accès à un médecin traitant enfin à un médecin, et toujours le même médecin par contre. Il y a un créneau qui est réservé et elles ont toujours accès au même médecin. Donc ce qui est quand même très confortable. Et elles ont essayé, donc il y a un des cabinets a essayé, qui peut se connecter avec d'autres plateformes. Par contre, il faut bien savoir que les outils ne sont pas connectés avec les autres plateformes. Donc, sans le citer, il y a un cabinet qui a voulu se connecter avec Maya. Donc, le stéthoscope n'est pas relié à Maya, le dermatoscope n'est pas relié, l'autoscope non plus. Donc, si on veut se servir des outils connectés de la mallette Elfi, il faut en plus reprendre un abonnement à chaque plateforme qui va être sollicitée. Donc, il faut le prendre en compte aussi. Merci Madame Langlois de ce retour d'expérience là aussi, hein, et de ces points de vigilance. Alors, quelques remarques. Moi, je vous rejoins totalement sur la compatibilité, hein, des outils avec les différents logiciels métiers des médecins du territoire, etc., ou de votre professionnel. Bah, après, ça peut être parfois un peu difficile, mais d'où ce qui était évoqué tout à l'heure, chercher à avoir des solutions techniques qui s'appuient le plus possible sur les équipements, voilà, des professionnels en place. Mais là, bon, je viens équiper en plus. Est-ce que ces outils, notamment avec des objets connectés, donc voir la faisabilité ou autre possibilité de remonter et de transférer des données, ça c'est vrai que c'est important. Ou voilà, pour le professionnel de se connecter, en tout cas un outil très intuitif. Après, une fois de plus, n'y voyez pas un jugement de valeur, mais une recommandation. Effectivement, vous avez mis en œuvre avec plutôt des sociétés de télémédecine, et vous disiez, ben, il n'y a pas forcément le répondant qui était promis par le commercial, etc. C'est vrai que nous avons, nous, tendance, ou en tout cas, voilà, à soutenir une position et inciter les CPTS à capitaliser d'abord avec les ressources du territoire, comme je disais tout à l'heure, une officine qui veut faire de la téléconsultation de médecine générale, bah, le faire plutôt avec les médecins traitants du territoire de la CPTS plutôt qu'avec une solution de télémédecine qui, voilà, va vendre évidemment, hein, de l'efficacité et des choses pertinentes, mais on n'est pas sur le même niveau qualitatif. Là, vous évoquez
évoquer des sujets de spécialité. Je sais qu'en Creuse, malheureusement, c'est pas le territoire le plus riche non plus, même s'il y a quand même quelques spécialistes, quelques hôpitaux et cliniques. Mais voilà, on espère aussi sur les équipes de soins spécialisées qu'on est auprès de qui on est dans une démarche d'accompagnement qui commence à émerger, ou comme l'a fait une fois de plus Vival avec l'hôpital. Voilà, plus on tablera sur la logique du territoire, et c'est ce qui est la démarche de la CPTS, plus vous aurez un niveau qualitatif sur la durée qui pourra être maintenu. Donc voilà, après, une fois de plus, il n'y a pas de jugement de valeur dans ce qui est fait. Vous avez avancé avec les solutions aussi qui étaient disponibles certainement pour vous sur le moment. Et je trouve que voilà, ça permet de mettre en regard différentes solutions, bien évidemment, qui peuvent être mises en place. Alors, la plateforme Elfi propose un abonnement à 300 euros qui a un coût effectivement à 300 euros par mois, donc qui propose un secrétariat et tout ça. Donc l'accès à un médecin qui sera toujours le même, mais on peut aussi connecter 10 professionnels du terrain. Donc voilà, on va travailler là-dessus. Et Donc, pour information, jusqu'à 10, c'est gratuit. voilà, c'est gratuit. Nous Voilà. ne payons pas. Pour le professionnel qui va le médecin qui va se connecter, pour lui, c'est gratuit. Pour tout Donc, le on va monde. essayer tout de le le monde. développer sur Tout le le monde. territoire. Jusqu'à 10 effecteurs sur la plateforme, c'est gratuit Oui. pour tout le monde. En tout cas, c'est Merci de gratuit tout. pour nous. Merci de ces précisions. Et une fois de plus, hein, l'articulation, ce que vous évoquez, on peut démarrer avec un premier périmètre. Ce qui est important, ne vous figez pas sur des solutions qui vont vous contraindre, vous bloquer. Voilà. Je pense que s'il y a un message fort que vous avez évoqué les uns et les autres, c'est ça. L'attitude sur les outils, l'attitude sur la possibilité d'activer des acteurs du territoire, même si on démarre avec des médecins en plateforme de télémédecine, etc. Voilà, c'est surtout ne vous enfermez pas. Kitri, vous vouliez à nouveau intervenir. Oui, pardon, je suis très bavarde. J'ai cru entendre que les logiciels métiers dans la vague du deuxième Ségur donc ils vont se connecter avec le DMP, mais aussi de garder cette ouverture possible de connecter avec un outil de télémédecine. Donc, je trouverais ça intéressant parce que comme ça, on pourra sur un logiciel métier et laisser directement les comptes rendus en lien. Après, je pense que ça va être contraint du coup sur certains logiciels de télémédecine et ce ne sera pas tous les logiciels métiers et vice-versa. Mais ils sont vigilants à ça dans le Ségur 2 apparemment. Alors, je ne sais pas si Célia souhaite intervenir là-dessus, mais je tenais aussi à indiquer, il y a aussi tout un gros projet qui est enclenché par l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine et DEA, et avec notre concours côté URPS médecins sur justement un projet sur la téléexpertise qui permettent d'être indépendant, voilà, de partir du logiciel métier pour trouver un expert, un télé-expert et faire une réponse, une question, pardon, poser une question, une sollicitation, après en utilisant, mais voilà, en étant interopéré à partir du logiciel métier pour minimiser le champ de saisie sur le patient, etc., et se connecter automatiquement au logiciel de ce qu'on appelle le requis, de celui à qui on pose la question, voilà, mais en se facilitant et en étant interopéré à partir de son logiciel métier. Donc ça fait partie des gros projets qui se profilent. On n'y est pas encore, ça va prendre quelques mois, on va dire, un peu long ou années. Voilà, je ne sais pas si Nathalie Nardini ou Amandine Joly veulent compléter mes propos, mais il y a ces sujets qui sont en cours aussi. Oui, tout à fait. L'interopérabilité, c'est un sujet essentiel et également qu'on retrouve dans la télésanté. Et oui, en fait, c'est ce qu'on appelle le projet Confluence, donc qui est également donc géré au sein des EA. Et l'idée, c'est vraiment de faciliter effectivement le recours à la téléexpertise. Peu importe le logiciel que vous avez, peu importe les solutions de télésanté, l'idée c'est que ce soit, on va dire, hein, si je puis me permettre, simple, facilement accessible à tout requérant qui a besoin de l'expertise d'un professionnel. On va dire
entre guillemets, l'idée, c'est de rendre transparent les solutions. Donc, quelles que soient les solutions, de toute façon, choisies par des requis. Et pour vous, en tant que requérant, l'idée, c'est de pouvoir y accéder, de faire votre demande et que ces outils soient interopérables et que ce soit simple pour vous. En très grosse marge, hein, si je puis me permettre et résumer un petit peu l'idée du projet. Voilà, parce que c'est vrai que parfois, comme et ça a été évoqué aussi tout à l'heure dans des retours d'expérience, il faut faire attention à cette interopérabilité. Et pour compléter, je rajouterais juste que côté URPS ML, effectivement, on est engagé là dans ces travaux sur Confluence Téléexpertise. C'est un projet sur lequel on croit vraiment. Pour l'instant, par contre, il n'est pas effectif. Il y a une feuille de route qui a été définie par ESEA et qui est animée par ESEA avec les partenaires. On vous tiendra informé au fur et à mesure de l'avancée de ces travaux. Dans tous les cas, en attendant effectivement Confluence Téléexpertise et tout ce qu'elle permettra, je vous invite, si les professionnels de santé vous manifestent des besoins en matière de téléexpertise, notamment pour connaître l'offre, à qui je peux demander un avis, à qui je peux proposer justement un recours lorsque j'ai un confrère, une consoeur qui demande des avis. Je vous invite à leur évoquer Annumédic, qui reste pour l'instant l'outil, un annuaire qui est accessible uniquement aux professionnels de santé et qui permet justement aux professionnels de santé de trouver rapidement une offre de téléexpertise sur leur territoire. Voilà, donc on vous a mis des ressources dans le support que vous allez avoir sur Annumédic. Ça reste quand même un outil assez fort en région et qui permet de se débrouiller en attendant Confluence et l'expertise. Ce qu'il faut préciser, Amandine, si je dis pas de bêtises, je pense sous ton contrôle, mais Annumédic est ouvert à toutes les professions pour décrire justement aussi leur offre de télésoins, leur offre de téléexpertise. Voilà, je rappelle que moi j'avais eu, alors je sais pas trop où ils en sont, mais sur une CPTS, il y avait aussi un projet de justement d'activer la dimension un peu télésoins, téléexpertise, en recourant aux pharmaciens sur la partie conciliation médicamenteuse, notamment pour des personnes âgées qui sortent d'une hospitalisation avec des nouveaux traitements par rapport aussi à des traitements précédents, etc., quoi. Les kinésithérapeutes sur la partie dermatologique, hein, qui font partie des professionnels qui voient les patients quand même pas mal dénudés et peuvent repérer des lésions et donc remonter aussi ces sujets-là, quoi. Il y a plein de champs d'application possibles où tout un chacun peut être un contributeur dans la prise en charge des patients et de parcours plus coordonnés. Écoutez, on vous laisse encore la possibilité de poser une ou deux questions, réactions. N'hésitez pas aussi à nous dire si vous avez d'autres thématiques, même si les sujets manquent pas, hein, mais on est toujours, une fois de plus, on part de vos attentes, de vos besoins pour ces futurs cafés CPTS. En effet, n'hésitez pas à faire remonter au chargé de mission de votre département les sujets que vous voulez traiter. Nous, on essaye de faire avec vos besoins de terrain, mais il faut que ça vienne de vous pour qu'on puisse, et puis qu'on ait aussi des gens motivés pour intervenir et faire ces retours d'expérience. Le prochain café CPTS, s'il est planifié, Pas encore, Emmanuel. d'accord. Bon, Non, on ne sait pas donc on encore. vous a mis quelques ressources là sur la fin. Le prochain café CPTS n'est pas encore défini. Par contre, on vous attend les CPTS le 5 juin C'est pour important. le colloque inter-CPTS Nouvelle-Aquitaine. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire. Plein de thématiques, là, d'ateliers aussi, justement, qui sont abordés. Tout à fait. Il y aura une dizaine d'ateliers différents animés par les CPTS de la région, une table ronde sur la place des usagers le matin, et ce sera à Pessac. Donc, on vous attend nombreux. Inscrivez-vous. On est à 160 inscrits, je crois, à ce jour. Donc, Il y a encore de la place. Voilà, c'est un temps, une fois de plus, d'échange, de travail collectif. C'est au centre de formation hein, de Pessac, donc exactement, à parking l'IMS. accessible. En transport en commun, c'est un peu moins pratique. C'est un peu moins pratique, mais on vous a mis toutes les petites infos sur le programme.
Voilà, c'est là encore le temps Agora Libre d'échange entre les CPTS et il vous est dédié. Bah, écoutez, si plus de questions, réactions, merci encore à nos différents intervenants, Nathalie, Dylan et puis surtout Alexandre, Cécile côté Viveval. Amandine. Amandine aussi, bien évidemment, qui a fortement contribué avec Clémence à la préparation de tout ça aussi. Très bon appétit à ceux qui n'ont pas mangé, très bonne fin de semaine. Et puis donc, surtout, vous notez le 5 juin, prochaine date importante pour dialoguer entre nous, entre vous, avec ce colloque Agora Libre, ou colloque des CPTS, et accessoirement Assemblée Générale. Et accessoirement, Assemblée Générale. Merci à tous. Très bonne journée. Merci à Bon vous week-end. tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée tout le monde. Bonne journée.